Donc, bienvenue dans cette rencontre du Club des collectivités locales en Île-de-France, Club des collectivités locales qui a été créé il y a un peu plus d'un an par la CRES Île-de-France avec Léo Voisin qui interviendra tout à l'heure, par l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Clémence Legrand et Clara Parisi sont également là, et par le RTES, donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, dont je suis la déléguée générale, et Pierre-Alain Simon est la cheville ouvrière pour ce club des collectivités locales. Alors, pour l'instant, donc nous sommes un peu plus d'une trentaine de participants. Je vous propose peut-être juste quelques rapides consignes pour que la rencontre se passe dans les meilleures conditions. Donc, merci donc de couper le micro dès le départ. Si vous souhaitez intervenir, donc il y aura des possibilités d'intervention. On vous présentera le programme, il y aura des possibilités d'intervention. Donc, vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole, et dans ce cas-là, on vous activera la webcam et le micro. Et puis, surtout, n'hésitez pas à utiliser le module discussion ou chat pour poser des questions ou envoyer un message aux intervenants et aux participants. Donc, je vous propose peut-être tout de suite de laisser la parole à Léo Voisin pour vous présenter le club et faire un rapide bilan de la première année avant de vous présenter les interventions de la rencontre d'aujourd'hui. Léo, à toi la parole. Et bonjour à toutes et à tous. Du coup, comme disait Anne-Laure tout à l'heure, le Club des collectivités, donc c'est une instance qu'on a créée il y a un peu plus d'un an avec la MIF et le RTES, qui est également soutenue par la Mutuelle nationale territoriale, la MNT, qui nous soutient sur cette démarche-là. Et le club, c'est un espace qu'on a conçu comme un espace qui est dédié aux collectivités et qui leur permet d'échanger et de partager leurs pratiques en termes de politique locale ESS, à la fois entre elles, donc à la fois entre agents, entre élus, mais aussi avec les structures ESS, puisque l'intérêt aussi de ce club, c'est de permettre le dialogue entre structures ESS et collectivités, ce qui était aussi une demande des adhérents de la CRES, par ailleurs. Et donc, du coup, si on avance un petit peu, en termes de bilan pour le club sur la première année, donc il y a eu 4 rencontres. Une rencontre sur les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, une sur l'accompagnement des structures ESS, une sur la commande publique responsable et une dernière en juin sur la transition écologique. Toutes ces rencontres-là font l'objet d'un compte-rendu qui est disponible à la fois sur le site de la CRES, mais aussi sur le site du RTES et sur le site de la MIF, qui sont faits sous forme de guide un petit peu, pour vous permettre aussi de partager ça au sein des collectivités et du coup de pouvoir profiter des différents éléments qui sont abordés pendant ces clubs. Sur la première année, on a eu près de 200 participants sur les 4 réunions qui venaient de 64 collectivités et de 23 structures ESS. Et parmi les collectivités qui étaient présentes, 37 étaient des collectivités parisiennes ou de proche couronne et 25 de grande couronne. Donc on a une diversité déjà de collectivités qui viennent au club, et on espère que sur la deuxième année, ça s'élargira encore. Voilà pour la présentation du club. Alors peut-être pour commencer cette rencontre, on vous a proposé de partir d'un petit rappel sur des repères sur l'économie sociale et solidaire, que vous puissiez aussi avoir quelques éléments un peu plus précis. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses que vous savez probablement déjà, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont moins d'expérience sur le sujet et qui seront preneurs de ces informations.
évidemment, n'hésitez pas après le club à partager la vidéo au sein de votre collectivité auprès de personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à la question pour qu'ils puissent avoir ces éléments-là. Alors du coup, en termes de repères, alors là, je vous ai mis l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014, qui est la dernière grande loi sur l'ESS. Bon, l'ESS, ça a une longue histoire. Hein, elle s'est développée au 19e siècle. Elle a connu beaucoup d'évolutions depuis. Et il y a toujours eu des débats sur ce qui relevait de l'ESS, ce qui ne relevait pas de l'ESS, et il y en a encore. Mais cette loi de 2014, elle a permis de poser une définition légale de l'ESS qui nous permet, alors moi, en termes d'observatoire régional de l'ESS, de mesurer et de donner à voir ce que c'est l'ESS en termes statistiques, mais surtout de pouvoir avoir une définition un peu plus institutionnelle de ce qu'est l'ESS. Alors là, vous avez l'article 1, je ne vais pas vous le lire, hein, évidemment, mais en gros, ça limite l'ESS à des statuts juridiques qui sont les statuts traditionnels présents dans l'ESS, donc les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, mais aussi l'ensemble des structures de l'insertion, donc les structures d'insertion par activité économique, les SIAE, et des structures commerciales donc qui ont un statut classique, hein, type SARL ou SA, et qui respectent des principes qui sont les principes de l'ESS et que vous avez sur la diapo d'après. Donc ces principes, il y en a 3 grands, hein, je pourrais développer un peu plus, hein, mais ça je vous renvoie à des publications plus développées. Donc bien sûr la poursuite d'une utilité sociale, il faut que les structures aient une gouvernance démocratique, la gouvernance démocratique se comprenant à la fois à l'interne de la structure mais aussi avec les parties prenantes, donc c'est aussi à l'extérieur et aussi avec les collectivités, et la lucrativité limitée, qui est du coup à la fois la non-lucrativité qu'on peut retrouver dans les associations, mais qui peut aussi être une lucrativité qui existe, mais qui est limitée, par exemple, dans une coopérative. Là-dedans, ce qui est important, c'est de voir que ce qui rassemble l'ensemble de ces structures, c'est que leur principe premier n'est pas forcément de faire du profit. Elles ont un objet social, en fait. Et un autre point commun, c'est qu'elles sont ancrées sur leur territoire, ces structures. Et donc, elles sont moins dans une logique de concurrence que dans une logique de coopération entre elles. Donc, il y a des vraies logiques de coopération entre plusieurs structures d'un territoire qui sont possibles à construire, et on abordera ça dans la suite de cette rencontre. Elles déploient leurs actions en fonction des besoins qu'elles identifient auprès des citoyens. Et donc, forcément, le lien avec les collectivités est assez logique, puisque forcément, comme ces structures sont liées avec un territoire, c'est logique qu'elles travaillent avec le territoire. Alors, sur la diapo suivante, je m'attarde un peu plus sur les statuts juridiques. Alors, ce qui est important sur les statuts juridiques des structures, c'est que c'est des statuts qui vont dépendre du projet des structures. Il n'y a pas de modèle économique meilleur qu'un autre dans l'ESS. Il y a des modèles économiques qui s'adaptent au projet des structures. Et donc, selon le projet de la structure, le modèle le plus approprié sera plutôt l'association, plutôt la coopérative ou d'autres statuts. Et là-dessus, c'est très important d'avoir des structures d'accompagnement pour permettre aux porteurs de projets de bien choisir le statut qui va correspondre à leur projet ou de résoudre les problèmes qui naissent du fait qu'ils n'ont pas forcément choisi le bon statut quand ils ont monté leur structure.
Là-dessus, je vous renvoie au compte-rendu du club qu'on avait fait sur les questions d'accompagnement et qui est disponible sur les sites des partenaires. Un autre élément sur les statuts, c'est que là, vous avez des petites vignettes qui sont de même taille, mais les statuts sont plus ou moins représentés en termes de nombre de structures et de nombre d'emplois. Et typiquement, en Île-de-France, 90% des structures employeuses de l'ESS sont des associations. Donc, c'est un poids extrêmement important. C'est aussi plus des trois quarts des emplois. Donc, c'est une part importante. Et de l'autre côté, les sociétés commerciales de l'ESS représentent en Île-de-France 0,3% des structures. Donc, voilà, c'est aussi à mettre en regard par rapport au poids qu'elles ont et à la réalité qu'elles ont dans les territoires. Autre question qui pourrait se poser ici, est-ce que les assos non employeuses font partie de l'ESS? La réponse est oui. On ne les comprend pas forcément toujours dans nos chiffres, puisque comme notre but statistique, c'est de montrer quel est le poids économique de l'ESS, on se fonde souvent sur les structures employeuses, mais les associations non employeuses font bien partie de l'ESS. Et une dernière précision là-dessus, c'est que les structures ESS de façon globale ont en moyenne plus de salariés que les structures classiques. C'est un peu une idée reçue que les structures ESS sont globalement uniquement des petites structures. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de petites structures, bien sûr, mais par rapport à l'économie classique, l'économie classique a beaucoup plus de très petites structures, en fait. Voilà, donc, il y a l'ESS est plutôt sur des structures entre 5 et 10 salariés en moyenne. Après, bien sûr, vous avez des petites structures où il faut bien prendre en compte leurs problématiques. Pour avancer, quelques chiffres alors, qui sont issus des différentes publications qu'on a pu faire. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus de matière que ça. Je vous renvoie aux publications pour avoir vraiment des choses un peu plus complètes. Mais l'ESS en Île-de-France, donc près de 400 000 emplois, et ça continue d'augmenter chaque année. Depuis 2010, ça a été 3 500 emplois en plus par an dans l'ESS. Donc, c'est en moyenne. Il y a eu des années à 6 000 en plus, il y a eu des années à 2 000 en plus. Mais en moyenne, c'est 3 500 emplois supplémentaires en Île-de-France depuis 2010. 33 000 établissements employeurs aux dernières nouvelles, puisqu'on a des retards de livraison de données, je ne m'étendrai pas là-dessus. Tout ça représente 7,1% de l'emploi total. Et si on enlève le public, 9,4% de l'emploi privé. Ce qui est moins que la moyenne nationale. Mais en Île-de-France, on a un tissu économique un petit peu particulier, avec des sièges d'entreprise, avec des institutions publiques qui sont nombreuses. Et donc, forcément, ça biaise un petit peu les chiffres par rapport à d'autres régions. Et pour terminer là-dessus, les structures ESS ont une diversité d'activités énorme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures ESS qui se retrouvent dans l'action sociale, dans la santé, dans le care de façon générale, dans la culture. Mais vous allez aussi en trouver dans l'agriculture, vous allez aussi en trouver dans la communication, dans le tourisme, dans le BTP. En fait, tous les secteurs peuvent comprendre des structures ESS et il ne faut vraiment pas cantonner l'économie sociale et solidaire à un secteur plutôt qu'un autre. Les structures ESS ont trouvé des modèles intéressants sur l'ensemble des secteurs d'activité et ça vaut vraiment le coup d'aller voir quelles structures ESS existent à chaque fois que vous cherchez une structure un peu particulière pour voir qu'est-ce qui a été proposé dans le cadre d'une coopérative, dans le cadre d'une association, d'une SIC, etc. Donc voilà, je vous propose de commencer peut-être plus précisément sur les leviers de développement de l'ESS. Oui, merci beaucoup Léo pour Merci Léo pour cette présentation. Donc, je rappelle simplement que tu travailles à la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Île-de-France.
que j'imagine la majorité des personnes connaissent, mais peut-être pas forcément tout le monde, et qui est donc l'organisation régionale qui représente et accompagne les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et qui porte, dont les missions ont été définies dans la loi de 2014, et qui porte notamment l'observatoire que tu as présenté, mais aussi le mois de l'économie sociale et solidaire, parce que je sais qu'il y a plusieurs collectivités qui sont intéressées pour inscrire des événements dans le cadre du mois de l'ESS. Donc, la CRES, c'est vraiment l'organisation au niveau régional qui fédère et représente l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, dans le cadre, n'hésitez pas, oui, à poser des questions hein, via le chat, des questions d'éclaircissement ou ensuite des témoignages. Et Clémence et Clara se feront votre porte-parole pour les questions qui sont posées. Alors, dans le cadre du club, donc, on a souhaité, donc, après les quelques réunions qui ont été organisées, avoir une présentation un peu générale aujourd'hui de la façon dont les collectivités locales peuvent soutenir et accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Et en fait, la rencontre, elle est liée au fait qu'il y a eu beaucoup de changements après les municipales et beaucoup de nouvelles équipes municipales qui sont intéressées par le sujet de l'économie sociale et solidaire. Il y avait toujours un peu la question de comment faire pour accompagner les acteurs de mon territoire. Donc, on a souhaité organiser ce temps autour de la présentation de 3 leviers principaux et avec à chaque fois un témoignage d'une collectivité locale et d'un acteur du territoire. Peut-être juste avant de présenter ces leviers, quelques éléments très rapidement sur le rôle possible des collectivités locales. Le premier élément qui est vraiment important, c'est la collectivité qui a une mission importante pour connaître et pour reconnaître les acteurs de l'économie sociale et solidaire de son territoire. Et ça, ce qu'a présenté Léo, on voit bien la grande diversité de l'économie sociale et solidaire, la grande diversité de structures, de domaines d'activité. Et donc souvent, pour une collectivité, pour un élu, pour des services de la collectivité, la première démarche importante, c'est vraiment de connaître et aussi de reconnaître les acteurs de son territoire, de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs, parce que la diversité fait que ces acteurs ne se reconnaissent pas forcément de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième point qui est important, c'est que le soutien à l'économie sociale et solidaire, ça s'inscrit en général dans une stratégie politique, au-delà du soutien à quelques initiatives. Et c'est ce qu'on verra avec les témoignages, c'est vraiment l'importance d'inscrire ce soutien dans une stratégie de développement du territoire. Le troisième point, c'est d'abord peut-être une question de processus, avant même d'être une question de moyens développés par la collectivité. Et cette dimension de processus, c'est un point qui est important, enfin, en tout cas que nous, on défend fortement au sein du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, c'est-à-dire c'est le fait que ces politiques associent la conception de ces politiques associent les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est souvent ce qu'on parle souvent de co-construction de la politique publique, mais cette dimension de processus est vraiment importante dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, le dernier point, c'est la question des moyens. Les moyens dont disposent les collectivités pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Et on parle bien sûr de moyens financiers, mais pas simplement de moyens financiers. Et c'est ce qu'on va essayer de vous illustrer, de vous présenter cet après-midi avec trois temps. Donc, un premier temps consacré au soutien financier et au partenariat que peuvent développer acteurs de l'ESS et collectivités locales. Et donc, pour cette première partie, on aura une intervention d'Escale et de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. Deuxième levier, c'est l'accès au foncier et la participation directe de la collectivité locale. Et puis, troisième levier, la question de la mise en réseau des structures et de la commande publique responsable, donc les achats responsables, qui sont donc aussi un levier important de l'économie sociale et solidaire.
Et puis enfin, donc, en fin de rencontre à 15h50, on abordera la question de la transversalité de la politique de l'ESS et des ressources à vos dispositions. Peut-être avant de te laisser la parole, Léo, pour présenter le premier temps, il y a des questions de précision. Est-ce que, alors je ne sais pas, Clémence ou Clara, si vous souhaitez présenter. Oui. Oui, Clara, bonjour Clara. Donc de l'association de la MIF. Oui. Bonjour à tout le monde. Il y a une question de Franck qui demande quel est le rapport entre l'ESS et le label B Corp international. Le label B Corp, c'est un label qui est décerné, qui est attribué à des organismes lucratifs. En fait, l'ESS, sur des sociétés commerciales en France qui ne sont pas des coopératives, le label B Corp ne va pas forcément justifier le fait qu'elles sont de l'ESS. Ce qui va justifier qu'elles sont de l'ESS, ça va être un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, qui a été mis en place par la loi de 2014 et qui permet de contrôler justement les éléments qui figurent dans l'article 1er de la loi de 2014. Donc, tout ce qui est gouvernance démocratique, impact social, etc. Et c'est ça qui permet à une entreprise qui n'est pas une coopérative et qui est une société commerciale de se revendiquer de l'ESS. Merci Léo. On est effectivement plus proche de la responsabilité sociale des entreprises au travers du label B Corp, mais on est bien sur des entreprises à but lucratif. Donc le label permet d'identifier leurs exigences environnementales, enfin les bonnes pratiques environnementales et sociétales, mais le but de l'entreprise est un but lucratif. Donc c'est... Léo, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Léo, sur le premier duo sur la question du soutien financier du partenariat entre collectivités locales et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors du coup pour ce premier binôme, on a une association qui est représentée par Pierre Leduc, qui est le directeur de l'association Escale. Alors, il va nous présenter ses activités et qui a une activité notamment sur le territoire d'Écouen, dans le Val d'Oise. Côté collectivité, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, qui a aussi une démarche sur l'ESS. Alors là, ces deux leviers-là, c'est plutôt les leviers donc financement et partenariat. C'est les leviers qui permettent aux collectivités de faire fonctionner des structures, enfin de permettre à des structures ESS de fonctionner, notamment par des mécanismes de financement, mais qui ne sont pas sur une logique forcément de prestation ou de service direct à la collectivité, mais sur une logique de partenariat qui est quand même assez différente. Donc, on va peut-être laisser nos intervenants nous expliquer tout ça. Voilà, donc Pierre Leduc, s'il est là. Est-il là? Oui. Bonjour Monsieur Voisin et merci pour votre invitation, qu'on puisse présenter effectivement l'association Escale qui intervient donc sur le territoire de la commune d'Écouen dans le Val d'Oise, commune d'un peu moins de 8000 habitants, mais également sur 14 à 15 communes sur la communauté d'agglo de Roissy Pays de France. Alors, l'association Escale, c'est une association d'éducation populaire qui travaille évidemment sur l'aspect social et solidaire. Elle a pour objet de proposer des activités d'échange, de rencontres, de solidarité, d'entraide, d'éducation, de sensibilisation, d'action de citoyenneté vis-à-vis d'habitants de différentes générations.
Alors, les participants à nos activités sont âgés environ entre 2 ans et 94 ans. Donc, vous voyez, l'intergénérationnel est important au sein de l'association ESCAL. Et effectivement, je dirige l'association depuis une quinzaine d'années. Et l'intérêt aussi de l'intervention, c'est que je suis également élu local. Donc, je pense que c'est assez intéressant ce partage d'expérience. Donc, l'association fonctionne avec des adhérents aux alentours de 1600 habituellement. Je ne vous cache pas que cette rentrée est un petit peu particulière, donc on croise les doigts pour que effectivement les gens sortent de chez eux et de sortir de l'entre-soi, mais on n'a pas encore atteint notre régime de croisière. Donc 1600 adhérents, mais chaque année entre 6000 et 7000 personnes touchées de près ou de loin par l'ensemble de nos activités. Alors effectivement, on vient à l'association ESCAL pour différentes raisons. On vient pratiquer une activité hebdomadaire, un atelier artistique, culturel, sportif, éducatif, de détente, pour lequel on est inscrit pour une activité pour l'année. Mais on organise également des cafés-débats, des soirées thématiques, des clubs de prévention, des conférences. Là, c'est une autre forme de participation. Et puis, on organise des festivals, des spectacles, des manifestations thématiques tout au long de l'année, des sorties culturelles, des séminaires et des séjours en France et à l'étranger. Un volet jeunesse assez important avec des choses classiques, mais vous verrez également que quelques projets innovants. Donc, l'aspect classique, c'est l'accompagnement, le développement de la citoyenneté, l'accompagnement à la scolarité, la lutte contre le décrochage, l'initiative de projets jeunes accompagnés. Et puis aussi, on organise des forums, des réunions d'adhérents, des réunions de commissions de bénévoles et des assemblées pour faire fonctionner l'association autour de thématiques qui nous sont chères et qui correspondent à l'objet de l'association. Alors pour fonctionner, évidemment, on en a parlé, on fonctionne avec des réseaux d'acteurs. Déjà, on fait partie de 2 réseaux dans le Val d'Oise, le réseau des centres sociaux et le réseau de la Fédération des MJC du Val d'Oise, voilà, pour lequel on appartient depuis plus de 10 ans et sur lequel on échange aussi sur un certain nombre de thématiques. Le réseau d'acteurs, c'est également un réseau local avec d'autres associations sur le territoire, des associations sur le patrimoine, sur le social, sur la culture. Et puis, bien sûr, pour fonctionner, on fonctionne avec un projet associatif qui est réinterrogé assez régulièrement sur une période de 5 à 6 ans et qui correspond à la volonté des habitants de développer tel ou tel projet, tel ou tel axe politique. Alors, chaque association fonctionne avec de nombreux bénévoles. L'association ESCAL a pour particularité d'avoir développé un projet autour de la citoyenneté et de la prise de responsabilité des adhérents assez important, ce qui fait que lorsqu'on organise une assemblée générale, on est régulièrement entre 250 et 300 participants et qu'effectivement la place des bénévoles est extrêmement importante. Ça nécessite des emplois spécifiques pour gérer l'organisation des commissions de bénévoles, des rencontres, des productions écrites de ce que l'on échange. Donc, il y a vraiment un gros travail autour du bénévolat avec 120 personnes répertoriées ayant une action chaque année au sein de l'association. Bien sûr, on fonctionne aussi avec des professionnels. Donc, il y a 5 professionnels permanents de l'association qui travaillent 35 heures par semaine. Et puis, nous avons aussi des professionnels qui interviennent pour accompagner un projet
ou animer les ateliers hebdomadaires dont je parlais tout à l'heure, des ateliers artistiques, des ateliers pédagogiques, des ateliers sportifs, des ateliers de détente, de bien-être. Ensuite, nous avons une structure. Donc, nous sommes rattachés à un centre culturel dont nous gérons les activités, un centre culturel municipal dont nous sommes gestionnaires de la quasi-totalité des activités. Bien sûr, on a des partenaires institutionnels. ISCS. Alors, dans cet ensemble, pour fonctionner, bien sûr, le budget de l'association est partagé entre une partie d'autofinancement et une partie liée aux partenaires. Jusqu'à maintenant, on était plutôt content d'avoir développé un autofinancement assez important. Ce modèle économique est mis à mal depuis l'année dernière, puisque les institutions sont restées partenaires de l'association. Par contre, le volet autofinancement a été sévèrement entamé par la période de confinement et par la période que l'on vit à l'heure actuelle où les gens hésitent à venir participer à nos activités. Donc, vous l'aurez compris, le fonctionnement, il est autour de la co-construction du projet associatif qui nécessite régulièrement de consulter les habitants, de les inviter à participer à des réunions thématiques et des réunions d'échange sur les projets à mettre en place, y compris des projets d'échange avec des jeunes, puisque c'est ce que l'on développe pas mal depuis 2 ou 3 ans. Alors, bien sûr, qui dit association dit un certain nombre d'acronymes. Donc, nous avons un certain nombre d'agréments autour jeunesse et sport et éducation populaire, espace de vie sociale, contrat local d'accompagnement à la scolarité, réseau d'accompagnement à la parentalité, point conseil budget, prestations de services jeunes. Voilà, tous les agréments qu'a l'association, je ne les développe pas plus que ça. Après, on a un certain nombre de projets innovants autour notamment de l'environnement et de l'intergénérationnel, autour de week-ends dédiés à la famille, autour de séjours culturels et sociaux à l'étranger, et puis autour d'un café associatif qui est un lieu qui se développe et qui doit être un lieu d'échange aussi avec la population. Les grandes thématiques que l'on développe sur la jeunesse, c'est autour de la santé, de la culture, de la citoyenneté, de l'environnement et de la réussite scolaire. Alors, on parlait tout à l'heure de nos relations avec la communauté d'agglos de Roissy-Port-de-France. Eh bien, elles sont toutes naissantes. J'allais dire, on a participé à un colloque de la fourche à la fourchette la semaine dernière où effectivement on a commencé à créer des liens, mais c'est vrai que c'est une collectivité, la communauté d'agglos, avec laquelle on n'a pas encore développé de partenariat, mais d'après les conversations qu'on a eues, ça me paraît fort intéressant qu'on puisse effectivement se rencontrer. Et j'allais dire, notre cheval de bataille à l'heure actuelle, c'est effectivement de développer des relations qui soient des relations à long terme et qui ne tiennent pas uniquement à des personnes. Il y a eu pas mal de modifications ces 5 dernières années suite à la loi NOTRe et à de nombreuses modifications de lois. Et du coup, c'est vrai que ces modifications n'ont pas aidé, pour l'instant en tout cas, à préserver les relations que l'on a avec un certain nombre de partenaires institutionnels.
Voici grosso modo ce que je voulais présenter concernant l'association Escale. Je ne sais pas si vous avez directement des questions ou si on va laisser la parole aux représentants de la communauté d'agglomération de Roissy-Porte-de-France, Pays de France, pardon. Oui, je propose qu'on laisse directement la parole à Anne-Sophie. Juste avant, peut-être une petite précision pour peut-être avoir un élément supplémentaire. Sur les subventions que vous recevez, est-ce que dans vos financements, dans quelle mesure la subvention vous permet de ne pas faire reposer le coût de fonctionnement sur les usagers? C'est-à-dire que si demain on vous coupez les subventions, est-ce que ça aurait un impact sur vos usagers? La question étant totalement innocente, évidemment. Alors, comme je vous le disais, tout ce travail d'accompagnement des initiatives des habitants se fait avec un certain nombre de professionnels. Il est évident que l'on ne peut supporter ces charges sans l'appui financier de l'ensemble des collectivités. Les projets jeunesse, les projets de développement de citoyenneté, le développement d'actions autour de l'environnement et de la santé, ça ne peut se faire sans la participation à hauteur de plus de 50% de subventions liées au projet. Ok. Ben, merci beaucoup. On aura peut-être un petit temps de questions après l'intervention d'Anne-Sophie Ramard. Et du coup, je lui propose de prendre la parole maintenant. Vous m'entendez? Bonjour à tous. C'est bon pour toi? Léo, tu m'entends? C'est bon. Ok, super. Écoutez, bonjour. Je vais vous expliquer brièvement un peu les leviers sur lesquels on s'est appuyé pour développer et appuyer l'économie sociale et solidaire sur l'agglomération Roissy-Pays de France. C'est vrai que depuis nous, 2016, on avait mis un plan d'action en faveur de l'ESS qui était davantage tourné sur la promotion et la valorisation des initiatives en matière d'ESS, qui pour moi un peu rejoint l'enjeu dont Anne-Laure Federici parlait en amont de la réunion, c'est-à-dire connaître et faire reconnaître en fait les acteurs de l'ESS. Ça participait effectivement à l'identification des structures, mais ça portait aussi à connaissance les structures en développement, à la fois vis-à-vis de nos partenaires techniques, financiers, des villes, mais aussi des élus de l'agglomération. Donc, à partir de là, on a développé et animé différents partenariats. Ce qui me semblait intéressant, c'était d'animer des temps d'échange avec toutes les structures d'accompagnement et de financement à l'économie sociale et solidaire pour à la fois combler les trous dans la raquette, dans le parcours d'accompagnement, en concernant l'amorçage, l'émergence de projets en matière d'économie sociale et solidaire, mais aussi essayer et expérimenter de nouvelles manières d'encourager les coopérations entre acteurs via les coopératives de jeunes majeurs ou encore les coopératives de jeunes seniors que nous lançons là depuis le mois d'octobre sur le territoire. Et puis, il y avait effectivement tout un levier d'animation auprès des acteurs de l'ESS, notamment en animant le mois de l'économie sociale et solidaire au mois de novembre, qui est un temps fort sur notre territoire, et ce qui permet effectivement de tisser des liens de confiance et durables avec les acteurs, sans qu'il y ait en tout cas de rapport financier. Et ça, c'est vrai que du coup, ça désacralise un peu et ça conforte la relation partenariale. Ce sont les associations et territoires qui s'engagent autour d'une même cause, c'est-à-dire la promotion de l'ESS, sans forcément effectivement de velléité financière derrière. Et c'est comme ça effectivement qu'on a construit un socle commun pour développer des projets tournés sur les besoins sociaux et environnementaux de notre territoire. Donc, le partenariat aussi qui peut mettre en place au niveau de l'agglomération, il repose sur un levier qui, pour moi, est essentiel parce qu'une seule direction ne peut pas porter l'ESS auprès d'une grande collectivité comme celle de Roissy, c'est celle de la transversalité. C'est vraiment de faire connaître les avantages, les atouts, de travailler avec les acteurs de terrain
auprès de différentes directions et services d'une collectivité. Donc en ça, nous, on a mis en place différents comités techniques, mais aussi des événements à la fois pratico-pratiques sur des leviers ou des outils, notamment de financement et de partenariat, parce que certains collègues, c'est vrai, sont très frileux de nouer des partenariats avec les ESS en se disant, mince, on sort du cadre des marchés publics. Et donc, du coup, pour nous, on avait identifié ça comme un frein. Donc, on a organisé plusieurs événements autour de la commande publique, mais aussi d'autres actions pour désacraliser un peu la subvention qui repose sur aussi des conventions de partenariat et d'objectifs avec les acteurs. Et enfin, donc le partenariat, il faut qu'il soit porté par les élus de l'agglomération. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 ans de cela, on a mis en place un temps fort au mois de novembre qui était l'organisation des trophées de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est un outil très fédérateur de nombreux élus de la com d'agglo, à la fois parce que ça permettait justement de montrer que l'ESS, ce n'était pas que de l'insertion ou de l'action sociale, mais ça pouvait être de la culture, de l'handicap, de l'agriculture. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment un levier important pour justement inscrire l'ESS dans des stratégies de développement, on va dire, un peu plus ambitieuses que portait l'agglomération jusqu'à ce jour. Voilà. Donc ensuite, nos partenariats, nous, en matière d'ESS, ils reposent sur différents leviers financiers. C'est vrai que les associations peuvent prétendre à une subvention sur le droit commun, mais aussi dans le cadre de la politique de la ville, parce qu'on anime le contrat de ville à l'échelle de l'agglomération. On a aussi lancé cette année un nouvel appel à projet spécial Covid pour essayer effectivement d'apporter un soutien soit aux structures en difficulté, soit pour les encourager à développer de nouvelles activités suite aux nouveaux besoins qui ont pu être générés par la crise de la Covid. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille étroitement avec la cellule marché public pour inscrire des clauses d'insertion dans certains marchés que l'agglomération peut porter. Voilà un peu. Du coup, en tout cas, pour juste terminer, c'est vrai que ces subventions aux ESS, elles trouvent comment dire, il y a une convention qui nous lie, une convention à la fois de partenariat et d'objectifs, ce qui permet effectivement d'avoir un service, on va dire, rendu et des objectifs à réaliser pour les structures de l'ESS. À titre d'exemple, nous, une subvention, elle peut aller de 5 000 € à 250 000 €, ce qui est le cas pour la ressourcerie et le réseau de boutiques qu'on essaye d'essaimer sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, il y a des conventions d'objectifs en termes de traitement et de collecte des déchets, mais aussi d'animation autour du réemploi. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être une présentation assez condensée, succincte, je ne sais pas, j'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations. Comme pour Pierre Leduc, j'ai une petite question complémentaire. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de relation avec la structure de passer par la subvention ou de passer par un achat ou une commande? La subvention, je pense qu'elle est davantage confortable pour la structure qui a besoin quand même d'un socle solide sur le fonctionnement. Comme tu disais tout à l'heure, les structures n'ont pas forcément d'activité, on va dire, génératrice de revenus. Enfin, les associations, souvent, on entend, oui, elles vivent de subventions, il faut qu'elles soient autonomes ou qu'elles aient un modèle économique. Enfin, l'association qui rend un service à des personnes illettrées dans un quartier, elles ne vont pas faire payer ce service-là à des personnes qui n'ont pas forcément les revenus pour avoir ce service-là. Donc, c'est en ça que la collectivité, en tout cas, à mon sens, elle a un rôle de financement de ces associations qui ont vraiment l'intérêt d'exister et de participer au maillage territorial tout en répondant à des objectifs sociaux pour nos habitants. Merci. Pierre Leduc, est-ce que vous avez peut-être une réponse ou si vous voulez rebondir sur quelque chose? Oui, volontiers. J'allais dire que
il y a quand même eu un changement de mentalité à travers les projets depuis plusieurs années. Je trouve effectivement, comme le disait votre collègue en introduction, qu'on passe beaucoup par de l'interconnaissance et on travaille beaucoup sur le sens de l'action. On a parfois des enjeux différents, mais souvent des enjeux qui se recoupent. Et je trouve que le terme partenariat n'est pas lié seulement à une subvention. Il est d'abord lié à un travail en commun avec des équipes qui se rencontrent. Et je trouve vraiment qu'on s'attache au sens vraiment des projets et qu'on a vraiment un temps de travail mutuel, d'interconnaissance, de développement de réseau local qui se fait de plus en plus au profit de la population et des bénéficiaires. Je pense qu'on est voilà, on arrive à mieux travailler sur le sens des projets, en tout cas. Merci. Pour ceux ou celles qui voudraient creuser cette question des financements, notamment pour les associations, je vous recommande la lecture du paysage associatif français, qui est une étude publiée périodiquement, mais pas tous les ans, par le Centre d'économie de la Sorbonne, qui est dirigé par Viviane Tchernonog. Donc, c'est un travail universitaire mené en lien avec l'INSEE et qui a étudié les évolutions sur le temps des modes de financement des associations. Et dans leur dernière publication, ils mettent bien en valeur que en disant la part du financement des associations qui provient de prestations a énormément augmenté. Et par contre, la part de financement qui vient de subventions sur projet ou surtout sur de fonctionnement a énormément baissé, ce qui a abouti à ce que ça soit davantage les bénéficiaires qui doivent supporter le coût des activités de ces structures. Ça pose question par rapport à l'objet social qui est porté par énormément de structures. Du coup, je vous propose éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou alors poser des questions dans le chat. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on passera à la phase suivante. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, en effet, dans le chat. D'accord. Ah, je vois quelqu'un qui lève la main. Et monsieur Dan Taïeb a une question également. Oui. Alors, je vois B. Faucon qui a levé la main avant, je pense. Oui. Si vous pouvez vous présenter votre structure. J'essaye de mettre la caméra, mais j'y arrive pas. Bonjour, Blandine Faucondienne. Je travaille à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, j'avais une question pour Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Je voulais savoir, en fait, par rapport, elle parlait de travailler avec les services en transversalité et des subventions données aux différentes structures. Est-ce que, notamment, en parlant de 25 000 euros, de 5 000 euros à 250 000 euros, est-ce que c'est les différents services qui ont des partenariats et c'est via ces services-là ou c'est via le service économie sociale et solidaire? Dire comment ça se passe justement à la transversalité avec les autres services. Est-ce que ma Salut question est claire? Du coup, comment ça se passe à transversalité? Voilà, en fait, tu parlais de subventions de 5 000 euros à 250 000 euros dans le cadre de partenariat. Est-ce que, par exemple, la ressourcerie, tu parlais d'un exemple de ressourcerie, mais il y en a peut-être d'autres, où eux, ils ont vraiment un partenariat en lien avec la politique déchets, ou c'est plus vous en tant que… C'est ça, c'est que souvent, quand il y a, pour le coup, quand il y a un projet qui dépasse, on va dire, parce que moi, je suis rattachée à la direction emploi et politique de la ville, quand on est au-delà de la question de l'insertion, notamment par l'activité économique, on va faire en interne, nous, des réunions financeurs, si je peux me permettre. Et du coup, tu vois, la subvention qui est allouée à la ressourcerie, nous, c'est la direction du développement durable.
Donc après, il y a un pilotage et un suivi, on va dire, de l'équipement en tant que tel sur la partie à la fois d'insertion, mais aussi du coup d'objectif réduction des déchets via le DD. Mais effectivement, ce n'est pas notre direction qui finance. Mais c'est, tu vois, ça a été le levier que ça passe par chez nous pour ensuite aller chercher les financements et les partenaires en interne. D'accord. Donc la plupart des services la plupart des projets sont gérés par d'autres services, mais vous êtes en appui sur les questions ESS et insertion, quoi, en fait. C'est ça. Et puis parce qu'on a un budget quand même plutôt assez restreint par rapport aux enjeux du territoire et que nous, on peut... Voilà, il y a des financements extérieurs, mais il y a aussi des financements internes. Ça a été un peu le cas aussi tu vois, des trophées de l'ESS, quand on a pu permettre et de valoriser le bus de la santé, qui a été porté par une association, un centre cabinet dentaire associatif. Eux, ils ont voulu aller plus loin sur l'accès à la santé, notamment en zone rurale. Ensuite, ça a été la direction des services à la population qui, en ayant eu connaissance, finance directement le bus de la santé. Merci beaucoup. Et après, là, avec nos nouveaux défis, on va dire, territoriaux liés au French Impact, là, vraiment la stratégie alimentaire, on la travaille vraiment avec des instances de comité technique et de pilotage en interne avec l'aglo. Donc, tu vois, maintenant, on est six directions à porter collectivement les enjeux d'alimentation durable. D'accord. Dan Tayeb, vous aviez une question? Allez-y, vous avez la parole. Oula. Alors, en attendant, je vois une question. Oui, une question dans le chat. Comment se positionnent les élus dans ce partenariat et y a-t-il un partage politique de ce soutien ou un élu dédié? Jusqu'à présent, nous, on avait un portage politique, mais qui était inscrit dans une délégation qui ne portait pas la mention d'économie sociale et solidaire. Et là, depuis le nouvel exécutif, on a vraiment 2 élus dédiés à l'économie sociale et solidaire dont la délégation est vraiment mentionnée. Et oui, il y a un portage, je pense, fort de la thématique ESS. Et là, justement, pour profiter du nouvel exécutif, on met en place une grande action de sensibilisation et de communication à l'endroit de nos élus en commandant justement une exposition tournée vers les structures de notre territoire qui sont assez emblématiques pour faire voilà, en soirée une sensibilisation et une présentation d'acteurs en direct à nos élus pour que ça soit porté voilà, collégialement. Merci. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Dan Tayeb, donc chef de projet transition écologique au territoire Paris-Est Marne-et-Bois, notamment dans le cadre du PCAET. J'ai juste une petite question pour Léo. Au début de votre présentation, vous avez dit que dans la plupart du temps, les structures ESS étaient assez petites, ce qui peut se comprendre. Mais est-ce qu'on a des exemples peut-être de grosses structures, ou alors même des grosses entreprises privées qui auraient développé des pôles ESS peut-être annexes ou des succursales, si je peux l'appeler comme ça? Oh, il y a des grosses structures classiques qui ont effectivement des filiales qui sont en statut ESS. Alors là, comme ça, il y a des choses un peu sur le réemploi, il me semble, mais un peu lié à Veolia. Mais c'est des acteurs un peu particuliers, du coup. Euh, et puis après, vous avez aussi beaucoup de grands groupes qui ont des fondations. D'accord. La fondation Louis Vuitton, typiquement, Ah oui. c'est une structure de l'ESS, puisque c'est une fondation. C'est une structure qui n'a pas de but lucratif et qui est là. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de grands groupes qui ont leur fondation aussi. Et vous essayez de mobiliser ces partenaires-là, par exemple?
Oui, forcément, nous, notre cible, c'est l'ensemble des structures ESS. Bien sûr. Après, les fondations ne sont pas forcément les plus faciles à aborder, Ouais, forcément. très honnêtement. Mais voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Du coup, je vous propose de passer peut-être à la séquence suivante. Et puis, si vous avez si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, hein, on pourra y revenir. Hein, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Du coup, sur la deuxième série de leviers de développement de l'ESS, on a choisi de se centrer sur des choses un peu plus spécifiques, deux questions qui sont à la fois très liées et différentes. La question du foncier, si vous êtes élu à l'ESS ou agent en charge de l'ESS, c'est une question que vous croisez souvent. Donc, c'est un besoin récurrent des structures ESS. Il y a l'autre levier qu'on aborde dans cette série-là, c'est la participation directe de la collectivité à des structures, notamment via le statut de SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui peut parfois être une solution pour certaines structures pour accéder au foncier aussi. Alors là, dans les exemples qu'on aura, ce ne sera pas forcément le cas, mais je vous renvoie au compte-rendu du premier club des collectivités qui portait sur la question des SIC, où vous avez l'exemple de Kazako à Malakoff, qui a pu accéder à ces locaux parce que la collectivité a pris une participation dans son capital et du coup, ça lui a permis de réaliser un prêt. Donc voilà, c'est un mode de financement assez différent par rapport à la posture de la collectivité. C'est différent aussi. Et donc, pour aborder ça, on aura d'un côté Karim Béchara, qui est directeur associé à Agapi. Agapi, je lui laisserai présenter en détail, mais c'est une SIC qui gère un certain nombre de crèches. Donc, je lui laisserai présenter son projet plus en détail. Et de l'autre côté, côté collectivité, ce sera Gennevilliers qui nous présentera notamment son partenariat avec la SIC Bicycled. Donc voilà. Du coup, Karim Béchara, je vous propose de prendre la parole. En fait, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je n'ai pas la main pour activer mon micro. Ça y est, c'est bon? C'est bon. Ah, c'est bon, super. Merci, bonjour à tous. Merci à la CRES et au RTES de nous donner l'opportunité de présenter un peu notre démarche et de présenter nos actions. Donc Agapi, effectivement, est un acteur de l'économie sociale et solidaire qui a vocation à créer et à gérer des établissements d'accueil de la petite enfance. Nous sommes implantés aujourd'hui sur 3 départements en Île-de-France. Nous sommes présents sur la Seine-Saint-Denis, sur le Val d'Oise et depuis cette année à Paris, où nous gérons 8 établissements petite enfance. Nous sommes également, organisme de formation petite enfance à destination des professionnels de ce secteur. Nous avons effectivement la particularité d'être les pionniers de la société coopérative d'intérêt collectif dans le champ de la petite enfance en Île-de-France, avec cette volonté qui nous anime de permettre au multisociétariat de se développer dans le champ de la petite enfance, avec la participation active à la fois des salariés, des bénéficiaires du service dont font partie les familles, mais également, et ça fait le lien avec les propos précédents, mais également les collectivités qui sont, au travers de nos statuts, peuvent
participer et devenir sociétaires de nos sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont du coup au nombre de 3. Il y en a une qui est basée du coup à Noisy-le-Sec, une qui est basée à Pavillon-sous-Bois et une dernière qui est basée à Argenteuil, puisque, comme tu le rappelais, Léo, ce sont des structures qui sont profondément ancrées sur le territoire. Et donc, du coup, nous avons fait le choix de véritablement dédier chaque SIC à son territoire propre. Pour du coup venir aux 2 sujets qui nous animent. Le premier qui est la participation directe du coup, et le second qui est l'accès au foncier. En ce qui concerne la participation directe du coup de la collectivité au projet ou à la démarche, à l'entreprise ESS que nous sommes, la première possibilité que nous on entrevoit, c'est justement de le faire au travers du sociétariat. Puisque grâce au statut de société coopérative d'intérêt collectif, les collectivités peuvent devenir du coup sociétaires et donc bénéficier des atouts de la SIC, notamment tout ce qui est de l'ordre de la transparence de gestion, la démocratie participative dans l'entreprise et s'inscrire dans une démarche de pérennité également, puisque l'ensemble des acteurs de la SIC sont là pour longtemps et s'inscrivent dans la durée. On a également, pour nous, il y a un axe fort également qui aujourd'hui est assez peu employé ou sous-employé et peu connu également des services juridiques des collectivités. C'est ce qu'on appelle le service d'intérêt économique général, qui permet du coup aux collectivités de faire le choix de sanctuariser pour les services d'intérêt économique général, dont font partie notamment la petite enfance, mais d'autres secteurs d'activité peuvent également entrer dans le cadre de la loi sur les SIEG, donc les services d'intérêt économique général. C'est un véritable outil qui permet aux collectivités de construire et de co-construire, c'était un des termes qui a été évoqué également avant, de co-construire un projet avec un acteur du territoire et du coup de permettre de le développer et de le réfléchir en amont et de ne pas être dans une logique justement de donneur d'ordre à exécutant dans le cadre de ce projet-là, mais véritablement dans une logique de co-construction, de partenariat et d'inscription dans le long terme avec le choix d'un partenaire qui va du coup être bien entendu choisi en fonction également de critères, qui va devoir répondre à un cahier des charges clair qui sera inscrit dans un conventionnement, mais qui va permettre du coup à la collectivité de faire un choix et qui ne va pas être uniquement un choix orienté au travers d'un marché public. On a également, du coup, dans ce cadre-là, une participation directe de la collectivité, puisque c'est la collectivité qui va faire le choix de créer le service d'intérêt économique général et qui va ensuite, du coup, choisir un partenaire. Et donc, ça permet à la collectivité de garder la main sur le projet, sur le cahier des charges et sur la démarche. En ce qui concerne nos actions aujourd'hui, on a encore du mal à mobiliser les collectivités locales pour entrer au capital du coup des sociétés coopératives d'intérêt collectif et pour devenir sociétaires. C'est encore quelque chose qui reste un peu novateur pour les collectivités locales, mais on est convaincu que c'est quelque chose qui est véritablement, pour nous en tout cas dans le secteur de la petite enfance, le futur de la petite enfance parce qu'on est véritablement sur un champ d'action qui est traditionnellement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, encore vraiment à la main des collectivités locales. Et je pense que se saisir de ces solutions de sociétés coopératives d'intérêt collectif et de SIEG et offre véritablement de nouvelles opportunités aux collectivités locales pour le développement d'actions sur le champ de la petite enfance et notamment pour le développement de lieux d'accueil collectif de la petite enfance. En ce qui concerne du coup l'accès au foncier, vous vous en doutez, l'accès au foncier, c'est quelque chose qui est essentiel pour notre activité puisqu'on a besoin de locaux et en plus chez Agapi, on a une particularité, c'est qu'on développe des projets qui sont très fortement centrés sur la découverte de la nature, l'éveil au sens et la protection de l'environnement puisque c'est l'autre jambe entre guillemets de notre ADN. Il y a la démarche
de l'économie sociale et solidaire et la démarche coopérative. Et puis, il y a tout le champ autour de la découverte de la nature, de la protection de l'environnement. Donc, forcément, l'accès au foncier est important pour nous, puisque dans notre cahier des charges de réalisation de structures petite enfance, par exemple, le fait d'avoir un jardin est absolument essentiel. Pour ça, on a eu l'occasion d'échanger avec pas mal de collectivités et de voir se mettre en œuvre des stratégies de la part des collectivités qu'on a trouvées très intéressantes et qui, du coup, nous ont permis d'avancer dans la réalisation de projets. La première stratégie, c'est dans le cadre de nouveaux programmes de construction par des promoteurs immobiliers, de négocier avec eux en amont le fait qu'il y ait des locaux en pied d'immeuble et que ces locaux soient vendus à bas coût dans le cadre de projets d'intérêt général. C'est le cas notamment sur des projets sur le territoire là d'Est Ensemble, mais on l'a vu également ailleurs sur d'autres territoires en région parisienne dans le cadre de projets sur lesquels on a travaillé ou sur lesquels on travaille encore. On arrive du coup à avoir des promoteurs qui vont céder des locaux à des tarifs qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils seraient amenés à les vendre s'ils étaient dans le cadre de vente privée classique. Parce qu'en amont, il y a eu tout un travail de négociation mené par la ville d'encadrement du prix de vente pour le local en pied d'immeuble. On a également une deuxième logique qui s'applique parfois, qui est l'encadrement à la revente. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de limiter l'effet d'aubaine pour les propriétaires, notamment de ce type de locaux en pied d'immeuble, et donc d'encadrer pendant un certain nombre d'années le prix de revente du local pour que du coup, il n'y ait pas de spéculation sur ce type de locaux. On a également des situations où on a eu des interventions d'office HLM ou de SEM, de sociétés d'économie mixte, pour du coup l'acquisition de locaux et ensuite la mise en location à des tarifs du coup qui soient également raisonnables avec un encadrement du loyer pour permettre justement qu'une activité d'intérêt général s'implante, puisqu'il est somme toute assez logique que si le loyer est élevé, in fine, le coût de fonctionnement d'une crèche, par exemple, mais c'est vrai pour d'autres activités, le coût de fonctionnement d'une crèche va forcément en être impacté. Et donc, du coup, comme la collectivité est amenée à financer cet établissement, si elle est partie prenante, bien entendu, eh bien, au final, si le coût de location est élevé ou le coût d'acquisition est élevé, au final, ça se retrouve dans le coût de fonctionnement de la structure et ça n'a pas d'intérêt pour la collectivité. Donc, il est préférable de limiter au maximum ce coût-là pour permettre du coup à la collectivité également de bénéficier d'un coût de gestion qui soit le plus proche possible, le plus bas possible, pardon. Enfin, je rebondis sur ce qui était évoqué tout à l'heure sur le fait d'avoir une collectivité au sein de la société coopérative d'intérêt collectif qui soit sociétaire. Effectivement, ça va permettre de donner un certain nombre de garanties aux financeurs, donc du coup d'obtenir parfois des financements qui auraient peut-être été plus compliqués à obtenir quand il s'agit d'acquisition de foncier. Nous, on est surtout en train de réfléchir à la création d'une foncière qui soit dans une logique justement du champ de l'économie sociale et solidaire, qui soit la création d'une foncière réfléchie autour des enjeux et des valeurs de l'ESS. On n'a pas totalement abouti la réflexion et le projet encore, mais ça nous semble être une option qui peut valoir le coup d'être travaillée, défendue et du coup soutenue également par les collectivités. Donc voilà, ça fait partie également des réflexions qu'on mène pour structurer économiquement le pôle patrimonial foncier d'Adiapi en étant toujours dans le champ des valeurs de l'ESS. Merci. Du coup, je vais tout de suite laisser la parole à Jonathan Crusson de Gennevilliers. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez ? Donc merci pour l'invitation.
Déjà, donc, pour rappeler, Gennevilliers, c'est une ville au nord de Paris, pas très loin dans la boucle nord de Seine, donc pas très loin d'Asnières, Colombes, Argenteuil, Villeneuve. Et en fait, depuis 2014, la ville de Gennevilliers a mené en fait une étude diagnostique en faisant appel à un bureau d'études qui était Stracité et qui a permis en gros de dresser un diagnostic et une feuille de route pour mettre en place un certain nombre d'actions. Donc ça tourne grosso modo autour de tout ce qui est valorisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ça va être le mois de l'ESS, ça va être le festival de l'économie alternative, qui est un festival ouvert aux habitants sur le parvis de Carrefour, dont l'objectif est de sensibiliser les habitants au réemploi, à la réparation. Et ensuite, ça a donné lieu aussi à des ateliers professionnels à l'échelle de la boucle nord de Seine. Ensuite, il y a une partie projet. Mon projet, ça va être mettre en place des tiers-lieux dédiés à l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a un premier tiers-lieu qui va ouvrir à la halle des Grésillons, qui est une ancienne halle de marché, avec pour objectif d'accueillir des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs sur la thématique des circuits courts et de la consommation responsable. Et ensuite, il y a aussi un projet de boutique solidaire dans le futur centre-ville de Gennevilliers, qui est en fait un local qui sera investi par des acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de la question du réemploi, la filière 3D réemploi, réutilisation. Donc voilà, donc il y a la partie projet et ça nous amène à la troisième partie qui concerne l'accompagnement des acteurs. Donc sur l'accompagnement des acteurs, il y a l'accompagnement collectif, puisqu'on organise à peu près tous les 2 mois des ateliers collectifs avec un certain nombre d'acteurs qui viennent et on réfléchit à des problématiques collectives sur ce que veulent faire les acteurs. Donc, c'est plutôt des moments d'échange constructifs. Et ensuite, il y a l'accompagnement individuel. Et dans l'accompagnement individuel, il y a eu ce fameux projet avec Bicyclette qu'a évoqué Léo, qui a consisté dans un premier temps, Bicyclette, alors pour préciser déjà, Bicyclette, en fait, ils font tout ce qui est réparation de vélo, c'est une SIC qui est spécialisée dans tout ce qui est réparation de vélo et sensibilisation au vélo, notamment auprès des écoles. Et ça peut même aller dans les entreprises, dans leur plan de mobilité, les sensibiliser les salariés à l'utilisation du vélo, et tout ça. Donc au départ, Bicyclette, c'est une structure, c'était en association, qui s'est constituée en SIC et qui était à Clichy et qui avait une problématique de chercher un local qui répond à leurs besoins. Donc la ville a été mise en relation avec Bicyclette, on les a accompagnés dans leur recherche de locaux. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, il y a eu un partenariat il y a quelques 2 ans, je dirais, le souhait en fait, de la ville de rentrer carrément dans le capital de Bicyclette, puisque dans la SIC, en fait, il y a 4 collèges. Il y a un collège salarié, un collège bénéficiaire et un collège porteur et soutien de projet. Et donc, on a rajouté un 4e collège qui est un collège collectivité. Et bon, alors le montant global, hein, c'est quand même inférieur à 10%. Donc, c'est une contribution assez modeste. Excusez-moi, vous m'entendez mal ou je vois un message comme quoi on entend mal? De mon côté, ça va. De mon côté également, ça va. Ok, bon, bah, je continue alors. Donc, du coup, il y a une contribution assez modeste, mais l'intérêt de cette contribution, ça a été de renforcer le partenariat avec un acteur de l'ESS majeur du territoire. Et notamment, ça permet de renforcer le lien et donc d'avoir de l'accompagnement
plus fluide, plus rapide. Je pense par exemple, lors du déconfinement, il y a eu la démarche que vous connaissez peut-être, coupdepoucevélo.fr, qui donne en gros un bon de 50 € donné aux habitants pour faire réparer leur vélo. Ben, rapidement, Bicyclette ont pu nous solliciter et monsieur le maire a fait une lettre au préfet en disant qu'il souhaitait qu'il référence Bicyclette sur la plateforme. Voilà, c'est des genres d'exemples qui a eu lieu. Et ensuite, après, ça va être du soutien, par exemple, au budget participatif, écologiste, solidaire de la région. Enfin, voilà, un tas de démarches. Et eux, en contrepartie, par exemple, dans le cadre du mois de l'ESS, on souhaiterait faire une sensibilisation des habitants au vélo et en même temps leur faire découvrir les structures de l'ESS à travers une promenade. Bon, la Bicyclette nous a donné des conseils sur la manière de faire, etc. Donc, juste pour aller un peu plus loin que Bicyclette, on a aussi mené des partenariats avec d'autres structures comme la Fabrica, qui est une ressourcerie, et qui cherchait des locaux, notamment à Villeneuve. Mais du coup, ils ne les trouvaient pas, donc ils sont venus vers nous et on les a accompagnés dans leur recherche de locaux. Également pour Tricycle, qui est une structure alors qui pour le coup était une entreprise classique autour de tout ce qui est réemploi du mobilier. En fait, ils vont récupérer du mobilier, notamment dans les entreprises. Ils le reconditionnent et ils le revendent plutôt aux entreprises aussi, avec après plusieurs gammes, la gamme basique, et ils ont même ouvert une gamme un peu plus on va dire haut de gamme, quoi. Et donc, eux, ils avaient une problématique de locaux, ils étaient à l'étroit dans leurs locaux, donc on les a accompagnés et avec la Société du Grand Paris, on a négocié pour avoir une occupation précaire des locaux qui étaient sur Gennevilliers, et ce qui a permis, en attendant qu'on leur constitue, enfin qu'on travaille avec eux sur un vrai projet immobilier pérenne, d'avoir des locaux disponibles sur la ville jusqu'en 2023. Ouais, c'est ce genre d'exemple qu'on peut mener. Donc voilà, en gros, pour les principaux éléments sur la manière dont une ville peut apporter un soutien en participant dans une site ou en aidant les structures dans leur recherche de locaux. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je propose de prendre rapidement les questions. On a un tout petit peu de retard. Mais si vous avez des questions à poser, allez-y. Encore une fois, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vois une main qui se lève. Oui. Faucon. Blandine, vas-y. Blandine Faucon. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport Jonathan, par rapport au tiers-lieu. Vous parlez vous avez construit, vous avez été vite sur cette question-là. Vous avez imaginé des tiers-lieux dédiés à l'ESS, mais comment ça se passe avec les acteurs ESS? C'est des appels à projets pour les sélectionner, enfin, comment c'est la location, quel est le mode de partenariat par rapport à ces tiers-lieux? Alors, les deux sont sur une configuration très différente. Donc, il y a un premier tiers-lieu donc à la halle des Grésillons, qui est une ancienne halle de marché donc, qui appartient à la ville. Et donc là, il y a un opérateur qui a été désigné suite à un appel d'offres. Donc, je ne me rappelle jamais du nom, mais c'est ceux qui font les grands voisins. Et, pardon? Oui, j'ai dit d'accord. Et donc, après, on a eu quelques mises aux normes des locaux à mettre en place. Et ensuite, il y aura un appel d'offres pour sélectionner les projets les plus intéressants, puisqu'en fait, le tiers-lieu sera découpé
découpé en surface et voilà, il y a 9000 m² en tout et il y a des conteneurs à l'intérieur et donc les structures peuvent soit aller dans les conteneurs, soit aller dans les espaces communs. Et donc voilà, ça se fera par une sélection assez classique. Ensuite, sur le deuxième tiers-lieu, donc du coup, ils payent un loyer, hein. Donc ils sont en lien avec l'opérateur. Ah oui, en fait, il y a l'opérateur et en fait, c'est l'opérateur, la ville, et ensuite on sélectionne voilà, les structures intéressées, enfin les projets, quoi. Après, on délibère et on voit quels sont les projets les plus pertinents. Mais c'est une délibération collective où on met plusieurs personnes autour de la table. Je vois que Flora Touté précise que c'est bien un plateau urbain, c'est la structure, les gestionnaires. Oui, une structure qu'on aurait pu inviter sur les questions de foncier, mais ça tombe bien, une des idées de thématique sur les clubs de cette année, c'est le foncier. Donc évidemment, je pense qu'on va les recroiser. Et sinon, je me permets juste de compléter très rapidement. On a un deuxième projet, donc il y a un projet de boutique solidaire. Et donc là, c'est assez différent puisqu'en fait, on a un opérateur donc, qui est chargé de la programmation du futur centre-ville, notamment sur les commerces. Et donc, l'idée, c'est que la ville a négocié avec l'opérateur pour un prix au mètre carré inférieur, un petit peu inférieur au prix du marché. Néanmoins, ce n'est pas une mise à disposition de la ville. C'est-à-dire que les acteurs qui vont investir les locaux de manière pérenne vont payer un prix au mètre carré. Et donc là, l'objectif, c'est de trouver des acteurs, trouver des sources de financement pour faire financer des travaux d'investissement et ensuite constituer le modèle juridique, économique derrière. Et donc, d'ailleurs, à ce propos, on avait postulé à l'AMI de la CRES, qui était ESS, vecteur des transitions écologiques. Ça nous avait permis, en fait, après, d'identifier des partenaires financiers pour faire financer les travaux. Donc, voilà. Tout à fait. Bon. Merci à tous les deux. Je vous propose de passer à la troisième séquence, donc qui porte sur deux derniers leviers avec quelques témoignages. Du coup, les deux leviers en question sont les achats responsables. On a un petit peu abordé la question tout à l'heure, mais là, on ira peut-être un peu plus en détail. Et la mise en réseau des acteurs d'un territoire, ce qui est aussi une action possible des collectivités et qui peut vraiment avoir un impact sur le développement de l'ESS sur un territoire. Et pour aborder ces questions-là, on aura deux intervenantes du côté de Rejouer, qui est une structure d'insertion située à Vitry-sur-Seine aujourd'hui. Donc Nathalie Houry et Pauline Jouvenot, respectivement directrice et responsable du développement commercial. Et de l'autre côté, donc côté collectivité, ça sera Bruno Fiallo qui est chargé de mission emploi et ESS à l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre, qui a eu quand même, qui fait globalement beaucoup de choses sur l'ESS, mais qui a notamment eu une action intéressante sur la dimension mise en réseau des structures. Donc voilà, je laisse la parole à Nathalie Houry ou Pauline, comme vous le souhaitez. Bonjour. Du coup, en effet, ce qu'on vous propose avec Pauline, c'est de commencer par juste vous présenter un petit peu qui est Rejouer, quelle structure, et puis ensuite de revenir un peu plus sur les actions qu'on a mises en place, sur tout ce qui est achat responsable avec les collectivités. Donc, Rejouer, c'est donc une association loi 1901 qui existe depuis 8 ans maintenant, qui est au départ une association parisienne qui est arrivée sur le territoire du Val-de-Marne de l'EPT 12, donc à Vitry-sur-Seine en 2017, lors de son premier changement d'échelle. Dans ce cadre-là, donc, on a été largement soutenu par plein d'acteurs, parce que c'est compliqué en effet de s'installer, et notamment aussi par les acteurs du territoire de l'EPT 12, mais ça, Bruno pourra peut-être en reparler.
Donc, Rejouer, c'est une association qui a une double mission, une mission sociale qui est portée par son chantier d'insertion, puisque nous sommes une association de l'insertion par l'activité économique, et une mission environnementale portée par notre activité, qui est donc le réemploi de jouets. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la notion d'insertion par l'activité économique. Globalement, donc l'idée, c'est que Rejouer, nous accompagnons sur la structure des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, qui cumulent un certain nombre de freins, que ce soit le logement, la santé, des freins bien sûr par rapport au projet professionnel, à la linguistique, etc. Et donc, on les accompagne vers l'emploi durable, vers la formation qualifiante, à travers une activité professionnelle donc, que l'on leur fait faire au sein de l'atelier qui est le réemploi de jouets. Donc, au sein de la structure, on a une quarantaine de salariés en permanence et majoritairement des femmes en charge de famille. La structure est adaptée pour accueillir tout public, les plus fragiles. On adapte les horaires, on adapte les modes de travail. Une volonté de mettre les personnes accompagnées au cœur de notre activité et pas l'inverse. La partie mission environnementale, elle est donc portée par une action d'économie circulaire, puisqu'on va collecter des jouets d'occasion, les trier, les valoriser, c'est-à-dire refaire de la recomposition, vérifier le fonctionnement, assurer un nettoyage écologique de l'ensemble des jouets, en gros les remettre à neuf avant de les distribuer au sein de nos différentes boutiques. On a des boutiques pour les particuliers, mais également une boutique spécifique pour les professionnels de l'enfance. Pauline aura l'occasion de revenir un petit peu sur cet axe-là. Et toujours pour vous expliquer un peu, vous donner un ordre d'idée, sur une année, on va collecter entre 55 et 65 tonnes de jouets. Le jouet, ce n'est pas très lourd, mais donc ce sont des volumes de jouets extrêmement importants. Sur une année, on va valoriser 55 000 jouets, en vendre à peu près autant. Voilà, donc il y a des gros volumes. Globalement, cette mission environnementale, elle s'inscrit dans un développement actuel, on va dire une actualité autour de la filière à responsabilité élargie des producteurs du jouet qui va naître, on va dire, d'ici 2022 et qui fera que tous les acteurs, tous les metteurs en marché vont devoir s'occuper de la fin de vie des jouets. Dans ce cadre-là, Rejouer aura bien sûr un rôle à jouer et ça va être important pour nous d'être prêts dans le cadre de ces nouveaux défis. Juste pour revenir un petit peu là-dessus, on a donc réalisé un premier changement d'échelle en arrivant à Vitry-sur-Seine, où on est donc dans un atelier de 2000 m². Et là, du coup, on se prépare à un deuxième changement d'échelle. On recherche du coup des locaux sur le territoire de l'EPT12, du Val-de-Marne, puisque c'est vraiment le principe de l'ancrage territorial qui est important, mais des locaux importants, puisqu'on va avoir besoin plutôt d'entrepôts et d'ateliers d'environ 5000 m², voire plus en fonction des activités qu'on va devoir mettre en place pour assurer toute la collecte des jouets et surtout la nouvelle vie des jouets pour tout le volume qui va être collecté. Voilà, donc c'est une activité vraiment avec cette double mission qui est importante à comprendre. Et je vais laisser Pauline expliquer ce que l'on fait avec les collectivités, puisque c'est vrai que par rapport à d'autres structures qui fonctionnent plutôt sur une approche d'heures d'insertion, de prestations, de vente de prestations, chez Rejouer, on vend des produits et ça, c'est donc assez différent dans le mode de fonctionnement. Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme explique Nathalie, nous, notre travail avec les collectivités est assez varié, mais surtout concentré sur les achats au sein de notre boutique réservée aux professionnels de l'enfance. Donc c'est une boutique avec une sélection spécifique de jeux, de jouets et de livres pour l'usage en collectif, donc les crèches, les ludothèques, centres de loisirs, etc. Pour vous donner une idée sur la part du public chez Rejouer, ça représente à peu près 45% des achats dans cette boutique dédiée aux professionnels de l'enfance sont réalisés par des structures publiques. Donc pour nous, c'est des partenariats qui sont très importants
et qui sont importants pour l'équilibre économique de l'association. Les ventes de jouets, de manière générale, représentent environ 25% du budget de fonctionnement de l'association. Ce n'est pas ce qui nous fait vivre, mais ça nous permet quand même d'avoir un petit peu d'autonomie pour faire notre mission aussi d'accompagnement social et professionnel. En lien avec le PT12 aussi, c'est vrai que c'est très important cette mise en relation avec les autres acteurs du territoire via notamment l'OPT, puisque c'est quand même un fonctionnement qui est assez local. Et sur notre boutique qui est réservée aux professionnels, on a environ 40% des ventes qui se font avec des acteurs du territoire EPT12. Donc, et grâce à l'EPT, on a eu aussi des visites en fait, de collectivités, de l'atelier par exemple, quand on est arrivé sur le territoire. Et c'est assez important pour nous, voilà, cette mise en relation et de nous faire connaître. L'achat responsable, c'est ce qui nous soutient vraiment le mieux l'association. Et ça a vraiment des avantages divers, comme disait Nathalie, ça permet de vraiment diversifier ses achats responsables et d'aller sur d'autres domaines. Pour les collectivités, d'aller au-delà de l'achat de services, de prestations, là on est sur du matériel. Et le jouet, on n'y pense pas forcément, mais voilà, ça existe. On peut acheter et rejouer des jouets pour ces crèches. Ça permet aussi de vraiment s'impliquer dans une démarche d'économie circulaire. Beaucoup de collectivités, pour soutenir l'association, vont penser à organiser par exemple des collectes dans les écoles, dans les espaces publics. Mais pour soutenir la partie économie circulaire, c'est encore mieux d'aller plus loin et d'accompagner aussi la sortie pour les jouets. Alors, je vois le petit mot de Karim, et effectivement, Agapi, dont on a entendu parler tout à l'heure, se fournit chez Rejouer. Donc, merci pour ce petit mot et confirmer que chez Rejouer, c'est super. Merci, Karim. Donc, oui, pour revenir à ce que je disais donc, sur les avantages, après, ce qui est intéressant, c'est aussi vraiment pour sensibiliser tous les agents des collectivités, voilà, à l'ESS, à l'économie circulaire, de venir acheter chez Rejouer, de montrer vraiment qu'il est possible d'avoir une consommation responsable, même sur le jouet. Et aussi, point non négligeable, chez Rejouer, les jouets et les bips sont vendus au maximum à la moitié du prix neuf. Donc, ça permet aussi de faire des économies et de pouvoir rentrer dans un budget qui se réduisent généralement d'année en année. Et c'est vraiment aussi l'intérêt pour les structures, soit de pouvoir, avec ces économies réalisées, pouvoir acheter d'autres choses, ou tout simplement de pouvoir rentrer dans les budgets qui sont serrés. En termes de fonctionnement, on a vraiment deux modèles qui existent, soit des structures qui viennent directement avec des bons de commande pour rejouer. Il y a aussi des marchés publics qui ont été développés. On a des marchés publics avec 5 collectivités publiques, 4 communes et un territoire, le PT 11, donc qui aussi sont importants pour l'association, mais ce n'est pas vraiment la seule manière d'acheter chez Rejouer. Ça se fait très bien hors marché public sur simplement des bons de commande. Donc c'est assez facile à mettre en place, parce que le marché public peut parfois être un petit peu lourd. Ce qui est important dans ce type de partenariat et de fonctionnement, c'est vraiment qu'il y ait une volonté politique de la part de la collectivité, que ce soit porté par la collectivité pour que ça fonctionne bien. On l'a bien vu avec la mairie de Vitry qui a mis en place un marché public, mais elle n'a pas simplement mis en place un marché public, il y a eu vraiment une volonté en interne de pousser ces achats, de communiquer beaucoup auprès des structures chaque année, d'organiser des visites, etc. Donc, on voit bien l'importance du fait que ces actions soient portées par la collectivité. Il est important aussi d'avoir une personne qui est référente, qui est moteur et qui mobilise les personnes dans la collectivité. On voit aussi l'importance d'une communication interne qui est forte. On travaille par exemple avec le département de la Seine-Saint-Denis qui a pour inciter ces crèches à acheter chez Rejouer, à contacter tout le monde en indiquant voilà, maintenant vos budgets pour acheter des jouets sont débloqués, mais il faut acheter chez Rejouer. Et donc on a bien vu que ça a incité les structures à venir chez nous et à se lancer dans les achats responsables.
Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter, Nathalie. Non, je pense que Pauline a vu l'ensemble. C'est important de façon générale dans les collectivités de peut-être déconstruire parfois l'image que l'on peut avoir du monde associatif ou de l'économie sociale et solidaire. On a une approche extrêmement professionnelle. Nous sommes des professionnels et donc on peut proposer aussi un certain nombre de services et de produits pour les collectivités qui ont un intérêt, une valeur réelle, tout en ayant en plus voilà, une valeur sociale, une valeur environnementale. Donc, il y a tout à gagner et je pense que c'est vraiment important de déconstruire parfois un petit peu les idées reçues. Et je pense aussi, pour faire le lien avec les interventions qu'il y a eu tout à l'heure, il y a cette notion de co-construction qui est importante, de comprendre les besoins, notamment de la structure de l'OSS et en l'occurrence de Rejouer, de comprendre les besoins de la structure avant de mettre en place des actions. Et pour pouvoir imaginer ces actions ensemble, c'est aussi valable pour les marchés publics, par exemple. On a travaillé avec les mairies pour qu'ils soient adaptés à notre activité, puisque c'était assez spécifique et nous, on ne peut pas répondre à un marché classique. Mais ça peut se faire aussi dans d'autres types d'actions, notamment pour la recherche de locaux, etc. C'est important de comprendre les besoins des structures de l'ESS pour leur proposer des actions qui pourront leur être utiles. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Du coup, je vous propose de passer à l'intervention de Bruno Fiallo. Et si vous pouvez couper votre micro, c'est super. Merci. Pour du coup le PT Grand Orly Seine-Bièvre, alors c'est le même territoire, mais évidemment l'action de l'EPT est un peu plus large que une structure, hein, mais je fais confiance à Bruno pour l'expliquer. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Allô, Léo? Bon, c'est bon. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, alors je suis arrivé sur le territoire dans ce poste emploi ESS en même temps que Rejouer est arrivé à Vitry. Donc ça tombe bien. Les collègues, les amis de Rejouer ont très bien expliqué les choses, donc je ne reviens pas là-dessus, en sachant qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait qu'on soit dans une phase de développement. Et puis, comme ce sont les seuls, Rejouer, ils ont un peu le monopole sur l'Île-de-France. Il y aurait besoin vraiment qu'il y ait un groupement de collectivités et de l'État, parce que l'État donne des légions d'honneur et donne des labels, mais pas beaucoup de sous, pour le développement de Rejouer sur l'ensemble de l'Île-de-France. Ça veut dire des locaux, ça veut dire des moyens, des marchés, des bons de commande. Et c'est vrai qu'au début, comme c'était la première structure que j'ai accompagnée, ça a été beaucoup de travail de persuasion et d'explication auprès des collègues des villes. Alors, il y a eu le marché de Vitry qui a lancé les choses. Il y a des bons de commande par nos ludothèques, mais ça reste encore, à mon avis, en tant que professionnel, insuffisant. Et il y a de quoi développer. Sur le foncier et les locaux, ça a été dit tout à l'heure, nous avons une étude, qui a été faite par Éthique pour notre territoire. Et on se rend compte qu'on a besoin vraiment de récupérer beaucoup de foncier. Et quand je dis beaucoup de foncier, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de mètres carrés pour pouvoir mettre en place déjà des lieux abordables financièrement, parce que les structures de l'ESS ont quand même un peu de mal sur l'équilibre budgétaire et le foncier, les loyers sont quelque chose d'important. Alors, deux choses, puisque je dois parler et du levier qui est la commande publique d'un côté et de la mise en relation. Alors, je vais commencer par la mise en relation, puisque Rejouer ne sont pas les seuls sur notre territoire. On a une foultitude maintenant de porteurs de projets et d'initiatives. On a quasiment presque toutes les villes maintenant au territoire ont leur ressourcerie ou recyclerie généraliste, en dehors de Rejouer ou de la ressourcerie du spectacle qui est aussi à Vitry. Nous avons maintenant des pôles de l'ESS qui se développent dans le Nord-Essonne avec des dizaines d'associations qu'on a mises en réseau. Et donc ça, c'est notre rôle d'entremetteur. Et du coup, ces associations déjà se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules, elles partagent, et du coup, elles se partagent non seulement les bouts de territoire, mais aussi les domaines d'intervention. Par exemple, dans le Nord-Essonne, on a aujourd'hui une association qui veut faire de la méthanisation.
On en a deux. Elles voulaient aussi faire de la permaculture avec une autre, donc elles se sont mises ensemble. Et ça y est, là, elles commencent déjà par leurs 300 petits mètres carrés à Savigny-sur-Orge. Et la deuxième association s'installe à Orly. Ils ont un terrain de 600 mètres carrés. Et à partir de cette coopération, cette mutualisation des bonnes volontés, ça nous permet, nous, le territoire, y compris de mutualiser et d'optimiser nos subventions qui passent. Alors, pour les grosses structures, on a des conventions, des subventions directes. Ça a été le cas pendant un temps avec Rejouer, au-delà des marchés publics et des bons de commande. Et on a aussi notre appel à projet ESS où on essaye d'aider, d'accompagner le mieux qu'on peut avec les finances que nous avons, qui sont restreintes évidemment, puisqu'aujourd'hui, les EPCI ne sont pas des structures de plein exercice, donc on ne peut pas lever l'impôt, donc on n'a pas de moyens propres à ce jour, mais on essaye de développer au maximum donc, les coopérations avec les villes et entre les associations. Par exemple, là, pour le mois de l'ESS, à Ivry-sur-Seine, nous avons déjà commencé à provoquer la rencontre de l'ensemble des acteurs, des porteurs de projets ou des acteurs existants de l'ESS. Et ces coopérations font qu'au lieu d'avoir 4 ou 5 tiers-lieux qui se bagarrent entre eux pour avoir le bout de terrain qui reste ou le soutien de la municipalité et de l'EPT, les structures ont accepté de coopérer entre elles et on espère voir bientôt la naissance de lieux très sympathiques et de tiers-lieux de l'ESS sur Ivry qui correspondent aux besoins de la population, aux besoins de la municipalité et qui ne soient pas en concurrence mais bien en coopération avec un maillage sur l'ensemble de cette ville. Voilà, et donc on essaie de faire ça dans tous les domaines. Alors je précise quand même qu'on a un point de vue à l'EPT qui est un peu global sur nos 24 villes. Et on réfléchit par métier et par filière. Ça, c'est très important. Donc, on réunit les acteurs de chaque filière ensemble. Là, par exemple, pour l'année qui vient, nous allons travailler sur l'eau, puisque nous avons la Seine, un bout de la Marne, et on a le chantier d'insertion au fil de l'eau. Et on est en train de développer de nouvelles filières, de nouveaux métiers, par exemple, qui est la collecte des eaux usagées de l'ensemble des personnes qui habitent sur des bateaux ou sur des péniches tout le long de la Seine. Ils sont assez nombreux. Et là, on va avoir à développer des métiers de récupération. La récupération de ces eaux usées pourra ensuite être recyclée dans le cadre de l'économie circulaire, dans la méthanisation qui est portée soit par une ville à Vitry, soit par des associations dans le Nord-Essonne. Et donc, pareil, avec notre cluster au milieu sol, on fait en sorte que les gros comme les petits se rencontrent, qu'il y ait un maillage territorial qui soit équilibré, qui correspondent au territoire, aux besoins du territoire, et que ça ne parte pas dans tous les sens avec des bouts de méthanisation, comme pour les tiers-lieux tout à l'heure, et que ce soit coordonné et efficace pour le territoire comme pour la création d'emplois. Voilà, alors maintenant qu'on est... voilà, donc dans tous les domaines, on crée des rencontres entre les acteurs. Sur le levier du marché public, alors, nous avons pris du retard à cause du Covid et à cause, ou grâce, je ne sais pas comment, aux élections qui ont été repoussées. Donc, nos élus vont enfin pouvoir voter le schéma des achats, de promotion des achats responsables au mois de novembre. Mais on n'a pas attendu ce mois-là pour lancer des marchés. Nous avons évidemment déjà, comme tout le monde, déjà des marchés réservés et des marchés réservés pour les SIAE ou pour le handicap. Et nous avons déjà notre premier marché éco-responsable qui est lancé sans attendre le SPAPSER, qui concerne pour l'instant les fournitures. Ça, les spécialistes des marchés, les collègues savent de quoi je parle. Et donc, nous avons utilisé la fiche du schéma des achats responsables avec toutes les normes environnementales qui ont été acceptées par les collègues des marchés publics et le donneur d'ordre, notre collègue donneur d'ordre des moyens généraux. Et donc, le marché est en cours. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais l'ensemble des données écologiques sur les crayons, sur les papiers, il n'y a plus de plastique, donc on n'aura plus de classeurs avec des emballages plastiques ou avec comment on appelle ça, avec des premières pages en plastique, par exemple, et toutes ces normes sont développées. Alors, je tiens à remercier, je ne sais pas si elle est là, mais il y avait Chloé Sécher de RTES qui, au tout début, il y a plus d'1 an, m'avait donné quelques conseils et on avait fait du brainstorming avec d'autres collectivités. Et pour faire se préparer ce schéma, nous avons mis en mouvement l'ensemble des collègues de la commande publique et l'ensemble des donneurs d'ordre dans toutes les dimensions. Nous avons eu plus d'une 40aine de collègues qui ont travaillé à faire les fiches du schéma des achats responsables. Et donc, nous avons des fiches thématiques, environnement, IAE, ESS, handicap, TPE, PME. Et donc, nous essayons maintenant dans les marchés, et nous allons le faire avec, bien sûr, Maximilien et la CRES, le plus vite possible,
des rencontres internes pour les donneurs d'ordre, pour mettre en place le protocole de création de ces marchés avec toutes ces normes du schéma des achats responsables, et des rencontres avec les entreprises de l'ESS ou pas, pour leur permettre de s'adapter à nos exigences, parce que ce levier va être très, très important. Et donc, par exemple, pour le marché de traiteurs, il n'y a plus d'objets en plastique, il n'y a plus d'objets à usage unique, même en carton. Nous demandons maintenant à nos traiteurs de venir avec leur vaisselle, et ils feront leur vaisselle. Je parle vite, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, l'impact, ça vous savez ce qu'on vise, hein, l'impact social et écologique, je ne reviens pas là-dessus, vous pourrez poser des questions. Et nous avons généralisé maintenant le sourçage ou le sourcing avec l'ensemble des entreprises pour développer la capacité de réponse. Et donc, par exemple, nous sommes en train de préparer, je l'avais annoncé l'an dernier, mais il y a eu beaucoup de retard avec tous ces événements, la préparation d'un marché d'économie circulaire de tous nos objets numériques, donc les smartphones et les ordinateurs, mais pas que, nos serveurs aussi, avec la Fédération des IAE d'Île-de-France et l'ensemble, les 4 IAE qui font du recyclage d'objets numériques, pour que l'ensemble du matériel numérique de l'EPT soit recyclé et retravaillé. On va arrêter d'acheter du neuf. Et effectivement, c'est comme pour rejouer, on va payer moitié prix et on va avoir du matériel recyclé. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. On essaye de le lancer en même temps que le vote dans un mois, en novembre, du schéma des achats responsables, et pour pouvoir développer dans chaque filière, dans chaque domaine, aussi bien du marché public et en préparation avec les collègues des entreprises d'insertion, de préparer les marchés en amont pour pouvoir les redistribuer avec le moins de concurrence possible. Par exemple, il est possible que dans le nettoyage, par exemple, on a 150 sites à nettoyer dans l'EPT, on fasse une répartition géographique avec les IAE spécialisés du nettoyage pour leur faire des lots le plus grand possible pour permettre l'intégration du plus grand nombre de travailleurs précaires en insertion. C'est d'autant plus une exigence aujourd'hui que nous rentrons dans une crise économique majeure et de précarisation majeure dans nos quartiers populaires, dans les QPV. Et donc là, on tient vraiment à tenir du marché public jusqu'à la création d'emplois, et entre les deux, à la formation des personnes cherchant du travail, des filières qui permettent ensuite, alors ça on va voir après dans un second temps, de développer l'emploi, les coopératives et les SIC sur notre territoire pour préserver l'emploi local. Voilà, j'ai été très global. Si vous avez des questions, je suis à disposition. Je ne sais pas si je peux parler des heures comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Je m'arrête maintenant et aux questions. Merci beaucoup, Bruno. Puis c'est vrai que tu témoignes toujours d'un grand enthousiasme et que vous développez beaucoup d'entrées très intéressantes. Forcément, c'est un peu frustrant, mais on a déjà pris pas mal de retard. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on va quand même prendre les questions, mais là, je n'en vois pas. Merci beaucoup, merci pour tous ces témoignages. Alors, justement, la dernière partie, c'est un peu sur la question des ressources disponibles et puis la question de la transversalité. Alors, sur l'aspect de la transversalité, hein, je pense que le témoignage qu'on a entendu illustre bien que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont forcément en lien avec, de par leur domaine d'activité principal, avec différentes directions au sein de la collectivité locale, que ce soit les transports, la culture, la politique de la ville que Bruno, tu viens d'évoquer, la petite enfance qu'on a vu également au travers des témoignages précédents, l'agriculture, la culture, et puis bien sûr l'emploi et le développement économique. Et on a aussi, donc cette transversalité, c'est vraiment une dimension qui est inhérente un peu aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas forcément facile à appréhender pour les collectivités qui sont plutôt organisées en silos. Mais je trouve que les interventions ont aussi illustré la façon dont la collectivité peut renforcer cette transversalité, avec par exemple les trophées qu'a évoqué Anne-Sophie Ramard, avec les actions de formation des élus et des services dans la collectivité locale, avec bien sûr la question des marchés publics qui vient d'être
évoqué, et puis du travail sur les filières, la façon de structurer les filières sur un territoire. Une des conditions pour cette transversalité, c'est le portage politique qui a aussi été soulevé à plusieurs occasions. Ça demande effectivement un portage politique important. Rapidement, puisque on va bientôt devoir terminer cette rencontre, d'une part sur les ressources, donc on voulait terminer cette présentation rapide par les ressources qui peuvent être à vos dispositions pour aller plus loin. Parmi ces ressources, donc, vous avez les intervenants donc, qui ont laissé leurs coordonnées. Merci beaucoup Karim Béchara et merci beaucoup Rejoué, Nathalie Houry et Mme Genot pour votre intervention. On vous remettra tous les contacts des personnes dans le retour qu'on fera aux inscrits à cette rencontre. Également quelques opérateurs. Également quelques opérateurs ont été cités, notamment Plateau Urbain sur les projets autour du foncier. Éthique, qui est une société foncière solidaire qui est également spécialisée sur la création de lieux partagés. Extracité, qui est une coopérative de consultants qui peut accompagner les projets de territoire, dont celui de Gennevilliers. Agapi aussi, qui peut aussi accompagner des collectivités par rapport à leurs projets petite enfance. Voilà, donc vous aurez aussi les contacts avec tous ces opérateurs. Et puis, on a également donc, quelques ressources qu'on souhaitait vous présenter rapidement. Alors, pour le RTS, je vais passer très rapidement dessus, mais on va vous envoyer le lien vers le kit pour le kit municipal, donc, qui est un kit qui a été produit par le RTS en 2020, et donc avec comme objectif d'inscrire l'ESS dans les politiques publiques communales et intercommunales, et qui est un outil à votre disposition. Donc, c'est une vingtaine de fiches qui sont téléchargeables. Et donc, l'objectif, c'est sur un certain nombre de leviers de pouvoir donner quelques points de repère, quelques illustrations très concrètes aussi, de la façon dont les collectivités locales peuvent inscrire l'économie sociale et solidaire dans leur politique publique. Donc là, vous avez quelques exemples de fiches. Donc, il y a à la fois des fiches un peu leviers, des fiches thématiques. Et ce sont vraiment des outils qu'on espère assez opérationnels. Donc, vous retrouverez ces ressources qu'on a bâties. Et ça, je pense que ce qu'on a vu avec la transversalité, c'est on a essayé aussi de bâtir ces fiches en lien avec les compétences du bloc communal. Et pour chacune des compétences, de voir les liens avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, que ce soit l'enseignement, le numérique, la protection de l'environnement, le développement touristique. Voilà, donc on a ces fiches sont un peu organisées autour de ce lien avec les compétences des collectivités locales. Le RTS, c'est aussi un site internet que vous pourrez consulter avec un espace ouvert à tous et puis un espace adhérent. Et donc, juste pour mémoire, le RTS, c'est un réseau de collectivités locales, donc qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 135 collectivités locales, et la collectivité adhère sur la base d'une délibération. Et voilà. Mais oui, il y a un certain nombre de ressources qui sont à libre disposition et d'autres qui sont réservées à nos adhérents. On organise également régulièrement des rendez-vous et un rendez-vous, alors que je voulais mentionner, sur les SIC, parce que c'est une question qui a été souvent posée, des expériences partagées très intéressantes. Donc, on organise un webinaire sur SIC et collectivités locales. Et puis, vous trouverez également, notamment sur le site de la CRES, le compte-rendu de la rencontre qui a été organisée sur les SIC, avec donc les retours d'expérience qui sont les actes de cette rencontre sur les SIC. Voilà, très rapidement, sur le site de la CRES, vous trouverez donc un certain nombre de ressources, dont les comptes rendus du club qu'on a évoqué, qui sont donc à la page sur les collectivités. L'atlas de l'ESS qui a été réalisé pour la métropole du Grand Paris, qui permet vraiment de cartographier les acteurs de l'ESS sur le territoire de la métropole. Une étude sur les structures de la transition écologique, étude qui a été présentée à la dernière rencontre. Et puis, bien sûr, les publications de l'Observatoire,
qui sont vraiment des outils très, très intéressants pour mieux connaître la réalité des acteurs de l'économie sociale et solidaire en région et sur son territoire. Anne-Laure, je me permets juste un dernier petit mot. Alors bon, sur les ressources de la CRES, vous aurez ces liens. On vous enverra la présentation et le webinar sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube du RTES. Donc, ça sera revisionnable. Simplement, une autre information, il y a une structure associative qui s'appelle Abiosol, qui est un des acteurs importants de l'agriculture et de l'alimentation durable en Île-de-France, qui fédère plusieurs structures ESS très intéressantes sur cette question-là, qui organise un visio pour les nouveaux élus sur la transition agricole et alimentaire. C'est le 12 octobre. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez aller sur leur site internet. Donc, c'est le site d'Abiosol. Et sinon, c'est aussi sur le site du réseau des AMAP ou de Terre de Liens qui sont des adhérents d'Abiosol. Ok, voilà. Tu peux envoyer peut-être le lien dans le chat? Oui. Ok. Donc, voilà, comme on vous le disait, le webinaire sera enregistré. On vous enverra le lien. On vous enverra donc également le lien vers les ressources. Et puis, un rapide questionnaire pour nous permettre aussi d'ajuster au mieux les prochaines rencontres du Club des collectivités. Est-ce que Léo, il y a une date qui est déjà… Léo ou oui. Clara? Oui. Oui, on avait fixé une date au 19 novembre, tout à fait, sur un prochain club qui sera consacré à la question de la relance sur l'ESS. Voilà, donc rendez-vous au plus tard au 19 novembre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bonne fin de journée et puis nos excuses pour le délai. Bonne journée.